Oui, chers amis, je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai fait des fiches. Quoique, le fait d'avoir fait des fiches fait que si on les suit, on peut être court. Si on n'en a pas, des fois, on peut partir. Allez, très sérieusement, bon, merci à Gérard, bien sûr, et à ses paroles aimables. Elles me vont droit au cœur. Merci aux copains maires qui sont ici et à tous les amis militants, sympathisants. Est-ce qu'on vous a dit qu'on vous aimait? Non. Ben moi, je vous le dis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique. Et en particulier, comme l'a dit Gérard, sur ce territoire. Et je peux vous dire que j'ai fait des rencontres formidables. J'ai fait des rencontres enrichissantes. J'ai rencontré des gens, des femmes et des hommes qui avaient aimé leur pays, qui aimaient leur territoire, qui aimaient leur terroir, qui aimaient leur commune. Et ça n'a pas de prix. Et cette richesse, c'est une richesse de l'âme. C'est une richesse finalement qui fait que, eh bien, on est bien ensemble. Alors cette rentrée politique, faisons en sorte que nous soyons bien ensemble. C'est le premier message que je voulais vous délivrer. Alors je vais vous dire quelques mots sur la circonscription, bien sûr, ça nous intéresse, sur la région et puis bien sûr sur la politique nationale. Notre circonscription, elle est en ordre de marche. J'ai l'habitude de dire que c'est une circonscription très militante. On est à jour pratiquement de 750 cartes à fin août, donc ça veut dire qu'on va dépasser plus de 1000 adhérents à la fin de l'année, ce qui est tout à fait remarquable. On est une des circonscriptions, bien sûr dans les Bouches-du-Rhône, mais en France, qui est la plus militante, et ça, je vous le dois, donc mille merci, parce que c'est important d'avoir ses racines et d'avoir finalement une force militante qui vous pousse et qui vous aide. Et puis, ça ne s'est pas démenti depuis 20 ans pratiquement. J'ai toujours eu le soutien de mes militants et j'ai toujours eu le soutien de mes maires. Je le dis aux deux autres maires, au maire de Cuges et au maire de Gémenos, mais à tous ceux de la circonscription. Nous en avons 8 sur 9. Les 8 sont derrière moi. Et les 8 sont derrière moi sans barguiner, c'est-à-dire avec vraiment la ferveur, avec vraiment l'envie de nous voir gagner collectivement. Ça n'a pas de prix non plus. C'est le travail de 20 ans peut-être, mais c'est le travail de tous. Et ça, c'est très important dans les combats qui vont s'ouvrir pour la France. La deuxième chose que je voudrais vous dire et vous parler, c'est de la région. Et Roland m'y accompagne, il est conseiller régional, bien sûr, il a des responsabilités importantes à la région. Cette région, elle est bienveillante à notre rencontre. Ça veut dire que nous regardons, et nous sommes là depuis 6 mois simplement, mais nous regardons comment nous pouvons aider notre territoire, comment nous pouvons aider nos communes, comment nous pouvons aider notre circonscription. Gérard y a fait allusion à l'instant. Il a fait allusion en disant, on s'occupe des grands dossiers. Oui, tu as parlé de la nouvelle ligne à grande vitesse, on va éviter le pire. On s'est battu, moi ça fait 15 ans que je me bats sur ce tracé, 15 ans. 15 ans que j'ai investi du temps pour faire en sorte que nous ne soyons pas abîmés dans notre territoire. Eh bien, je pense que nous touchons au but. En tout cas, dans les jours, dans les semaines qui viennent, vous verrez qu'il y aura des annonces. En tout cas, nous cherchons à préserver nos communes et bien sûr notre territoire et nos habitants. Et ça, c'est important, tout en ayant cet accès à la modernité, parce que c'est important aussi de pouvoir, dans le XXIe siècle, se véhiculer rapidement. Et il y a toute une série de dossiers, évidemment au BAM, mais dans toutes les autres communes, que je porte et que nous portons collectivement avec tous les maires. Alors, je voudrais vous parler, bien sûr, de notre pays. D'abord, de la situation politique de notre pays. Elle me procure pas mal de soucis. Je me déplace, je vais un peu partout, bien sûr dans notre territoire, bien sûr dans les départements des Bouches-du-Rhône, bien sûr dans la région, mais aussi en France. Et je trouve que l'état des Français est un état léthargique. Les Français ont du mal, ils souffrent. Les Français souffrent depuis maintenant près de 5 ans. Ils souffrent d'avoir été écrasés fiscalement, comme les entreprises, comme les artisans, comme les commerçants. Ils souffrent moralement parce qu'ils estiment que finalement ils sont mal représentés par le président de la République et par le gouvernement. Ils souffrent aussi socialement parce qu'ils ne comprennent pas les réformes ou les ersatz de réformes qui sont engagés par le gouvernement et par ce président de la République. Voilà l'état de l'Union, si j'ose dire. Pas de croissance ou très peu de croissance, du chômage à hauteur de 10%, et nous ne renverserons pas, le gouvernement, le président de la République, même s'il s'y était engagé, ne renversera pas la courbe de chômage en 2017, c'est clair. Les chiffres qui viennent de tomber il y a 2 jours montrent que l'UNEDIC dit qu'il y aura toujours du chômage et on ne renversera pas la courbe du chômage en 2017. Des problèmes de déficit, vous vous rendez compte qu'on a 70 milliards de déficit tous les ans.
70 milliards de déficit tous les ans, qui viennent évidemment creuser la dette, qui viennent passer les 2100 milliards. Nous avons une situation économique donc qui est catastrophique. Et puis nous avons un problème, c'est la représentation à l'étranger. Nous avons un président de la République qui aujourd'hui n'est pas dans les habits de président de la République. Alors il nous a expliqué, rappelez-vous l'anaphore avec les 16 items, moi président je, moi président je, moi président je, puisqu'il reste de ça. Tout ça est parti dans le sable mouvant, tout ça est parti finalement à volo. Et quand on regarde le bilan, quand on va tirer le bilan de M. Hollande, eh bien, ce sera un bilan évidemment catastrophique. Je trouve que ce quinquennat est un quinquennat perdu. Et ça me révolte. Et ça me fait mal au tripes. Ça me fait mal au tripes parce que j'aime les Françaises et les Français, parce que j'aime mon pays. Et que je le veux, bien sûr, au firmament. Nous venons d'être déclassés. Nous sommes maintenant la 6e puissance économique au monde. Nous étions la 5e. La Grande-Bretagne est passée devant nous. Et donc ça compte. Et ça, c'est évidemment une mauvaise pierre dans notre jardin. Et puis, il y a d'autres sujets. Je voudrais vous dire un mot sur, évidemment, l'immigration, qui n'est évidemment pas maîtrisée, que nous ne maîtrisons pas, que ce gouvernement ne maîtrise pas, parce qu'il n'a pas pris les bonnes mesures, et puis les affaires de terrorisme. Vous savez, mes chers amis, j'ai vécu ça de très près. Notre région a été touchée le 14 juillet. Elle a été touchée de plein fouet, en plein cœur. En plein cœur. 86 morts aujourd'hui. 86 morts. Et je me suis rendu à Nice 2 jours après, pour la commémoration de ce drame, il n'y a pas d'autre terme. J'ai vu 40 000 personnes sur la promenade des Anglais, vous imaginez, 40 000 personnes rassemblées, qui étaient dans un état de fureur, en particulier après le gouvernement. J'ai vu M. Valls, nous étions dans le cortège, hué, avec des mots qui étaient des mots très difficiles, très durs, en disant que, en le traitant d'assassin, en le traitant de gouvernement qui n'avait pas fait les efforts. Alors, tout ça, bien sûr, est excessif, mais quand même. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il faut prendre des mesures. Ça fait 2 ans qu'on a une feuille de route, nous, en tout cas les Républicains et le Nouveau Centre, pour dire voilà ce qui nous semble utile de faire, en termes de législation, en termes de réglementation, en termes de moyens donnés au renseignement et bien sûr à la police des frontières. Eh bien, je suis désolé de dire que ces choses-là n'ont pas avancé suffisamment. Et donc c'est un véritable problème, car nous avons et nous devons malheureusement vivre avec le terrorisme. Et malheureusement, nous vivrons avec le terrorisme pendant des années encore, parce que notre pays est en première ligne. Mais mes chers amis, j'attire votre attention sur un fait. À partir du moment où tout le monde entonne cette phrase en disant « nous sommes en guerre », le président de la République d'abord, le Premier ministre ensuite, le gouvernement ensuite, tout le monde dit « nous sommes en guerre ». Mais nous faisons la guerre avec des moyens de la paix. La guerre, on doit la faire avec les moyens de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on veut récupérer les djihadistes qui reviennent sur notre territoire, on ne peut pas les laisser dans la nature. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Il faut évidemment qu'ils soient immédiatement arrêtés. Immédiatement, j'ose ce terme, mais embastillés. On ne peut pas laisser 1000, 1200, 1500 personnes qui vont revenir du djihad, parce que là-bas ça se passe mal. Parce que là-bas ça se passe mal, évidemment, pour l'État islamique. Parce que la communauté internationale enfin a pris des mesures avec les Russes, et les bombarde, et les fait fléchir. Et donc ça veut dire que progressivement, ils vont importer le terrorisme, ils ont commencé en Europe, et donc dans notre pays. Eh bien ça, nous ne pouvons pas le supporter. Nous ne pouvons pas supporter cela. Et donc il va falloir prendre des mesures, et des mesures extrêmement fortes, extrêmement volontaires. C'est ça que nous avons au cœur, c'est ça que nous avons dans notre pays, parce que nous aimons notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état de notre pays. Puis, un mot politique sur les primaires. Vous savez, j'étais un peu dubitatif au début sur les primaires. Je me disais, finalement, c'est pas dans l'esprit de la Ve République. C'est un peu vrai. Mais, mes chers amis, à partir du moment où vous perdez l'élection présidentielle en 2012, à partir du moment où vous perdez la majorité au Parlement en 2012, et à partir du moment où votre leader dit « j'arrête la politique » et se met en retrait pendant 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez immédiatement des jeunes, les deuxièmes couteaux, comme on les appelle, qui lèvent la tête et qui disent bah, « ça peut être peut-être notre tour ». Comment vous sélectionnez le meilleur? Et donc, le système des primaires s'est imposé à nous tout naturellement. Et je trouve finalement que c'est le moins mauvais des systèmes pour sélectionner notre candidat. Alors, des primaires, il va y en avoir à foison. Il va d'abord y avoir la primaire des Verts. Ça, c'est quand même un exercice extraordinaire. Ça va avoir lieu au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est-à-dire le mois prochain. Alors, il y a Madame Duflot qui se tire la bourre avec quelques autres. Bon, Madame Duflot, si c'est Madame Duflot qui est candidate, eh bien, va de la galère, si j'ose dire. Mais on va s'amuser. Quand on voit ce qu'elle a dit de M. Hollande et quand on voit les déclarations qu'elle a faites
suite à sa sortie du gouvernement. Puis ensuite, on va avoir la primaire des socialistes. Ça mérite quand même 30 secondes d'explication. C'est quand même extraordinaire. Le mec est président de la République. Président de la République en exercice. Et il va se soumettre aux primaires de son propre parti. C'est-à-dire une primaire réduite aux acquets. C'est-à-dire une primaire, finalement, qui ne va avoir comme but que de relégitimer celui qui est déjà président de la République. Et vous imaginez comment peut-on abaisser la fonction de président de la République à ce point? Obligé de passer par les fourches codines des primaires, qui vont évidemment pas très bien se passer, car on voit les déclarations de M. Montebourg. Je ne vous dis pas ce qu'il va mettre au président de la République. Il a d'ailleurs commencé dans sa fête, la fameuse fête qu'il fait sur le mont Beuvray, je ne sais plus où exactement dans le Morvan, il nous a expliqué que finalement c'était une catastrophe ce quinquennat. Le mec a quand même été ministre de l'économie, tout M. Hollande. Bravo. Et puis il y a les autres, Hamon et toute la clique. Et donc ces primaires finalement vont être, je dirais, un exercice très compliqué. Tout ça pour essayer de faire en sorte que le président de la République sortant puisse éventuellement se représenter à la magistrature suprême. Vous voyez un tout petit peu l'exercice et vous voyez un tout petit peu l'abaissement de la Ve République et l'abaissement surtout de la fonction présidentielle. Je disais tout à l'heure que la fonction présidentielle était abîmée. Oui, elle est abîmée à l'étranger, mes chers amis. Il suffit d'aller en Europe. Il suffit simplement de regarder les décisions européennes qui ne se prennent pas parce que le couple franco-allemand ne marche pas. Parce que vous le savez, le cœur de l'Europe, ça a toujours été le couple franco-allemand. De Gaulle à Adenauer, en passant par Schmitt, etc. Ça a toujours été le cœur de la machine. C'est 140 millions d'habitants au cœur de l'Europe. Et si le couple franco-allemand ne marche pas parce que l'un domine trop l'autre, ce qui est notre cas, eh bien à ce moment-là, eh bien, les choses ne marchent pas et l'Europe est en panne. Eh bien ça, c'est la fonction présidentielle qui est aussi abîmée. Je ne vous parle pas de la fonction présidentielle à l'international, je suis bien placé pour vous en dire un mot. Alors, il y a des déclarations sur M. Hollande. Alors, je les ai notées, je suis obligé de vous les lire parce qu'elles valent son pesant de cacahuètes. Je salue Sylvia Barthélémy, qui nous arrive de l'Assemblée Générale. D'abord, redéplace à côté de nous, Madame Barthélémy. Vous êtes la bienvenue. Alors, j'ai noté ça parce que c'est quand même extraordinaire. Duflot, déclaration de Duflot. Ah ben on en parlait tout à l'heure, celle qui risque de sortir des... J'y ai cru, je me suis trompé. Par de Hollande. Agréable. Montebourg, pour moi, le bilan de ce quinquennat n'est pas défendable. Le mec a été ministre, c'est quand même incroyable, il a été ministre de l'économie, et il explique que même le bilan du quinquennat n'est pas défendable. C'est quand même formidable. Alors il y a Taubira aussi, hein. J'ai pris une décision de Taubira qui n'est pas mal. Alors parlant de Hollande, toujours, il s'est pris pour Mitterrand, mais il lui manque un étage. Alors elle aurait pu dire il lui manque une case, ça aurait été mais il lui manque un étage. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, mais en tout cas, c'est quand même une gracieuseté de Madame Taubira. Voilà, ça c'est des amis. C'est comme si moi je disais de Gérard Gazet, ce maire d'Aubagne qu'on a depuis 2 ans, il ne vaut pas... Et le maire de Gémenos, c'est encore pire. Vous imaginez, ben c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire du président de la République. Vous imaginez? Non mais, on rigole, parce que bon, on est entre nous, mais vous imaginez un peu quand même ce qui peut se passer. Écuge. Alors, j'ai repris une citation de Gaulle dans ses mémoires qui est intéressante. Alors ça vaut 30 secondes d'explication. De Gaulle a un jour un entretien avec Albert Lebrun. Pour ceux qui aiment l'histoire, Albert Lebrun, ça a été le dernier président de la Troisième République. Albert Lebrun a été élu en 1932 président de la République. Pour un quinquennat, donc il a fait 7 ans, et ensuite il a été réélu, un septennat, pardon. Ouais, on a l'habitude du quinquennat, on a un septennat, et il a été réélu en 1939, juste évidemment avant les événements de mai 40, et la débâcle. Je rappelle au passage qu'Albert Lebrun, c'est celui qui a nommé comme président du Conseil le maréchal Pétain. Il y en a un qui suit. Vous imaginez, le maréchal Pétain, président du Conseil, dans la Troisième ou la Quatrième République, c'est l'équivalent de vue du Premier ministre. Et qu'est-ce que disait De Gaulle? Alors, De Gaulle voit Albert Lebrun, et il le voit à fin 1944, au moment où la France, Paris est libérée, où la France est quasiment complètement libérée, il ne reste plus que Strasbourg.
Il rencontre Lebrun, bon, la discussion est agréable, elle est sympathique, bon, c'est l'ancien président de la République, c'est le nouveau, c'est celui qui aspire à porter les destinées de la France, et il dit à la fin de l'entretien, j'ai rencontré Albert Lebrun, il était président de la République, deux choses lui ont manqué. Deux choses lui ont manqué. Qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Cette sentence est terrible, mais elle s'applique à M. Hollande. Qu'il y eût un chef, ce pays n'est plus commandé, et qu'il y eût un État. En ce moment, notre pays, malheureusement la France, est en train de se dégrader. Voilà une belle citation, une citation du général de Gaulle dans ses mémoires, qui finalement, 70 ans après, clarifie bien les choses. Alors un mot peut-être sur nos primaires à nous. J'ai dit tout à l'heure que c'était un exercice finalement qui, après une élection présidentielle perdue, une élection législative perdue, s'imposait à nous. Je suis plutôt confiant. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a un pacte. Il y a un pacte entre les candidats. Vous avez vu qu'ils sont 7, que M. Mariton n'a pas eu tout à fait ses parrainages et que la haute autorité, aujourd'hui, a déterminé les candidats. C'était le 21 septembre et ils seront 7. Le pacte des candidats, il est très simple. Nous serons tous derrière le vainqueur. Vous applaudissez pas? Nous serons tous derrière le vainqueur. Et je me réfère à la déclaration qu'a fait Alain Juppé il y a 2 jours, qui a dit, mais si je suis deuxième, je serai évidemment derrière Nicolas Sarkozy. Donc ce pacte des vainqueurs, il est très, très, très important. Je dirais qu'il y a un autre pacte. C'est le pacte des élus, qui sont exactement dans le même état d'esprit, le pacte de vous-même, des militants, et le pacte des électeurs de la droite et du centre. Voilà pourquoi je suis confiant. Alors, il y aura peut-être un combat, un peu des noms d'oiseaux. Mais dites, j'attire votre attention sur le fait que ces primaires, ce n'est pas les primaires socialistes de novembre 2011. Elles ont une caractéristique. C'est que celui qui va gagner la primaire aura toutes les chances, nous le souhaitons, d'être président de la République. Alors qu'en novembre 2011, la primaire socialiste, c'était simplement pour déterminer un challenger qui allait se confronter à l'ancien président de la République. Et donc, ça risque d'être un petit peu sportif, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y ait un pacte, et c'est l'important qu'ils soient tous derrière celui qui va gagner. Et je vais vous dire une chose, c'est important pourquoi? Parce que derrière, c'est la France qui est en jeu. C'est l'avenir de notre pays. Et ça, ce n'est pas rien. Et donc, ces candidats auront une responsabilité. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui lèvera le petit doigt en disant « et moi, je risque de partir en candidat libre ». Ça, c'est pas possible. Il serait pulvérisé par nos partis politiques, il serait pulvérisé par les adhérents, il serait pulvérisé par l'opinion publique, et il serait pulvérisé par le corps électoral de la droite et du centre. Et donc, mon sentiment, c'est un sentiment de confiance, c'est un sentiment finalement qui m'anime et qui me fait penser que nous aurons finalement des primaires qui seront des primaires viriles, mais correctes. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement. Alors maintenant, nous avons un chemin ensemble à faire. Gérard en a dit un mot. Ce chemin, il est borné de 6 dates. Très simplement. 20 et 27 novembre, c'est la primaire. C'est dans 2 mois. 23 avril et 7 mai, c'est l'élection présidentielle. 11 et 18 juin, c'est l'élection législative. Je me rappelle de ces dates par cœur. Vous aurez remarqué, je me rappelle de toutes les dates par cœur. Donc je n'en privilégie pas une sur l'autre. Mais quand même, 11 et 18 juin. Voilà. Vous êtes bien au carré, tout va bien, ça va. Plus sérieusement, je vais vous dire une chose. On a la force encore, on a l'envie. On a finalement au fond de notre âme, au fond de nos tripes, cette envie de convaincre, cette envie de porter des valeurs, cette envie de porter une renaissance de la France. Et c'est ça qui nous habite, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait marcher, c'est ça qui nous fait rester debout. Mes chers amis, je vous appelle à prendre ces campagnes qui s'ouvrent, que ce soit la primaire, que ce soit évidemment l'élection présidentielle, c'est la plus importante, et les élections législatives, à les prendre à bras-le-corps. Faites-vous plaisir. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment où on porte ses valeurs, où on porte ses idées, où on a finalement envie de se dépasser, où on a envie de faire un travail collectif, où on a envie de se mettre derrière des leaders, où on a envie finalement de démontrer que la France est un grand pays. C'est ça auquel je vous invite. C'est ça notre chemin. C'est ça, et ce chemin-là est un beau chemin. Alors, comme un de mes amis dit, c'est un chemin droit,
mais c'est un chemin qui monte. Oui, il va falloir se battre, nous allons partir en cordée, mais regardez 30 secondes dans le rétroviseur. 2014, les municipales. Nous gagnons 150 villes dans notre pays de plus de 10 000 habitants. 12 dans le département, 2 dans notre circonscription avec Aubagne et Cuges. 2015, les départementales. 60% des conseils départementaux étaient aux mains des socialistes. Nous avons renversé l'équation, c'est 60-40 pour nous. Et dans notre département, avec Martine Vassal, qui est extraordinaire, la première femme élue dans un des grands départements que celui des Bouches-du-Rhône, après 70 ans de gauche, c'est-à-dire depuis 1945. Et ensuite, fin 2015, les régionales, où nous avons arraché au forceps les élections régionales. Je terminerai un mot sur le Front National, mes chers amis. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le combat sera un combat aussi contre le Front National. Aussi contre le Front National. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement prendre notre place. Ils veulent évacuer la gauche, mais ils veulent surtout nous évacuer, nous. Donc n'ayez pas d'état d'âme. Il faut aller convaincre. Nous dénoncerons le programme économique du Front National, qui est un programme fou. Quand vous relisez celui de 2012, alors ils vont peut-être l'admonester, l'améliorer, mais à la marge, c'était la retraite à 60 ans, c'était les déficits, c'était l'augmentation du SMIC, c'était la fermeture des frontières, une folie économique, une folie qui aurait ruiné l'abandon de l'euro, une folie qui aurait ruiné les petits épargnants, les classes moyennes, les artisans et les commerçants. Ça, c'est pas acceptable. Et puis, deuxièmement, je vous le dis comme je le pense. Si je dois encore une fois m'affronter à Mme Mélin, et c'est un plaisir, ça fait 17 ans ou 18 ans que nous la battons. Mais attention, que Mme Mélin ne nous donne pas des leçons, que le Front National ne nous donne pas des leçons. Car Mme Mélin, je vous le rappelle, elle est conseillère municipale d'Aubagne. Elle est élue à la communauté d'Aglo et elle s'est fait élire députée européen du Grand Sud-Ouest. Qu'a apporté le Front National et Mme Mélin à la ville d'Aubagne, à la ville de Gémenos, à la ville de Cuges, à la circonscription? Nada. Rien. Et qu'est-ce qu'elle va apporter dans les semaines qui viennent? Rien. Si ce n'est que vouloir nous donner des leçons de maintien. Eh bien ça, je le refuse. Eh bien ça, je le dénoncerai à toute force. On ne va quand même pas se faire donner des leçons par des gens qui se font élire à l'autre bout de la France et qui restent avec un mandat ici à Aubagne. Ça, c'est pas acceptable. Alors, si elle est candidate, on la prendra. Si elle n'est pas candidate, on prendra le suivant. C'est pas très grave. On s'en occupera aussi. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Faites une belle rentrée politique. Prenez ces campagnes à bras-le-corps. Faites en sorte de défendre vos idées, vos valeurs. Faites en sorte que cette France éternelle que nous aimons soit au niveau de ce que nous avons connu dans l'histoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne rentrée politique. À très très bientôt, parce qu'on se voit tous les jours pratiquement dans nos communes, sur le terrain. J'aime tellement faire du terrain. J'aime tellement vous rencontrer. J'aime tellement porter des projets que je ne m'en lasse pas et que je ne m'en lasserai pas. Merci à vous. Voilà, le maire de Gémenos avec sa faconde.